Nicodème Rabia, président national du Parti Les Démocrates, nous a rejoint dans cette seconde partie. Président, bienvenue. Merci beaucoup. Depuis juillet, vous avez entamé une tournée nationale. Quel est donc son objectif? Tout d'abord, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, vous les hommes des médias, pour le peuple togolais, pas pour les partis politiques, mais pour le peuple togolais. Parce que c'est grâce à vous que le peuple est informé. Donc, je peux dire que nous avions évidemment commencé une tournée nationale sur toute l'étendue du territoire. Depuis juillet, on était jusqu'à Dapaon. C'est juste pour visiter nos bureaux et échanger avec nos militants sur le fonctionnement du parti et sur les actualités politiques de notre pays. C'est ça la raison de notre tournée que nous avions entamée depuis juillet. Et qu'est-ce que vous avez pu constater en ce qui concerne l'engouement, même au sein des populations? Vous savez, c'est un nouveau parti, mais nous les militants, nous sommes des vieux sur le terrain politique. Et on ne s'est pas levé comme ça par hasard pour créer ce parti. C'est sur la demande même des militants. On n'avait même pas le parti, mais on a des militants, on a des sympathisants. C'est comme ça. Donc, ils nous attendaient depuis. Pour qu'on arrive chez eux, pour qu'eux aussi peuvent nous présenter à leurs camarades. Parce qu'un parti politique, tout d'abord, ça commence par sa maison. C'est comme ça. Si tu es dans un parti politique, il faut que tu aies des militants dans ta propre maison d'abord. Donc, c'est ce qui s'est passé. Là, il y a une question tout aussi tendancieuse qu'elle soit. Au Togo, aujourd'hui, on dispose de près d'une centaine de formations politiques sur le terrain. Est-ce qu'il n'est pas arrivé à un Togolais lambda de vous poser la question, qu'est-ce que vous apportez de nouveau au lieu de s'associer aux autres formations de l'opposition pour mener la bataille? Oui, vous savez, cette question vient souvent des journalistes, mais la base ne pose pas cette question parce que on se connaît, ils connaissent celui qui est le leader de leur parti. Et ils savent que leur leader aime autocritique, leur leader, c'est quelqu'un qui est humble, leur leader, c'est quelqu'un qui est un homme du terrain, depuis qu'on était à l'UFC. Donc, je ne suis pas un inconnu, d'ailleurs pour le peuple togolais, ni les militants de notre parti. Donc, vous savez, vous venez de dire qu'il y a plus de 110 partis au Togo. Disons la vérité. Si on veut vraiment voir ces 110 partis, je crois que c'est difficilement qu'on aura vraiment 10 à 15 partis bien structurés sur le terrain. C'est comme ça. Donc, il y avait des partis depuis 91-92, mais ces partis n'existent plus. Même leurs dirigeants n'existent plus. Donc, ce n'est pas le nombre du parti qui compte, mais c'est ce que font ces partis qui compte. Et quelle est la suite que vous allez donner à cette tournée? Non, nous continuons toujours notre tournée. C'est une partie et la seconde partie aussi viendra. Et quel message vous apportez concrètement aux populations? Vous savez, notre message est clair. Ça fait longtemps, 25 ans, que nous avions commencé ce chemin. Et si vous voyez autour de nous, c'est la démocratie dans tous les pays. Sauf chez nous, ça n'arrive pas à venir. Donc, le message est clair. Tout d'abord, nous, on s'autocritique. On critique l'opposition parce que chaque fois, c'est des critiques entre nous-mêmes, c'est des désunions entre les partis de l'opposition en laissant de côté le parti au pouvoir qui est notre adversaire. C'est comme ça. Si nous ne sommes pas soudés, on ne peut rien faire. Il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit disciplinés avant d'affronter notre adversaire. Parce que notre adversaire a des racines vraiment profondes. Et c'est une vieille dictature de bientôt 50 ans. Donc, si l'opposition togolaise n'est pas soudée, ce serait difficilement pour nous. Mais pas pour nous, mais pour le peuple. Parce qu'après tout, c'est le peuple qui souffre. C'est très important. Nous avions vu l'exemple au Bénin. Quand l'opposition a vu la stratégie de Yahi Boni, ils se sont entendus, même avant d'aller à ces élections. Ils se sont entendus avant d'aller même au premier tour. Donc, je crois que le peuple togolais
atteint ce genre de stratégie chez l'opposition togolaise. Vous avez sorti un mot tout à l'heure, l'autocritique, et cela nous amène à vous poser une autre question. Samedi dernier, cela faisait 10 ans, jour pour jour, que l'accord politique global a été signé à Ouaga. L'accord politique global qui est donc le corollaire du dialogue inter-togolais. 10 ans après, la mise en œuvre des dispositions pose problème. L'opposition accuse le pouvoir également accuse l'opposition. Et dans tout ça, là, vous, en tant que nouvelle formation politique, quelle analyse vous en faites? Avant de répondre à cette question, je voudrais faire allusion à l'émission de Alain Foucault que j'ai écouté ce matin, c'est sur le Togo. Et quand on interviewait Dem Kodjo qui parlait de sa nomination après les élections législatives de 1994, là où il y avait un problème entre lui et Aboyibor, vous savez, c'est le problème de l'opposition. Parce que c'est de là où Eyadema a retrouvé toutes ses forces. C'est ça. Donc, vous venez de parler de l'APG depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. On n'a rien eu. Si vous allez au fond, tout d'abord, l'opposition jusqu'à aujourd'hui, l'opposition s'entre-déchire. C'est pourquoi nous disons que nous représentons un grain de sel pour l'opposition togolaise. Sans l'humilité, on ne peut rien faire. Sans le pardon, on ne peut rien faire. Si nous sommes tous de l'opposition, même s'il y a un problème entre mon camarade et moi hier, il faut voir le peuple. C'est le peuple d'abord. Tout ce que nous devons faire, il faut viser le peuple d'abord. Ça, c'est l'autocritique. Qu'est-ce que l'opposition s'y a à faire? C'est ça. Mais la grande partie, celui-là qui ne veut pas l'alternance dans ce pays, c'est le parti au pouvoir. C'est le parti au pouvoir qui n'a pas de bonne volonté pour opérer ces réformes. C'est la raison pour laquelle nous sommes passés par l'APG. Après l'APG, c'est la CVJR. Après la CVJR, c'est Togo Télécom 1, Togo Télécom 2. Après, c'est le H-Chrome hier. Donc, tout ça là, c'est le peuple qui souffre. Et nous devons, moi je vous dis que si on me demande, comment dirais-je, notre avis ou bien sur le résultat de ces 10 ans de l'APG, c'est négatif. Rien n'est fait. Parce que celui qui est en face de nous n'a aucune volonté à opérer ces réformes. Rien n'est fait aujourd'hui. Certains de vos camarades de l'opposition, s'il faut le dire, ont mis en place une stratégie, la mobilisation de la rue. Vous entérinez cette stratégie ou vous êtes en emphase? Le bilan est négatif pour la PG, mais ceux qui ont mis en place cette stratégie de rue, ça fait partie de la stratégie. Nous-mêmes, on en a participé. C'est ça. Ça fait partie, c'est juste pour dire aux dictateurs que le peuple est là, que l'opposition est là. Parce que ce n'est pas une mauvaise chose, ces manifestations de rue. Non, pas du tout. Vous parlez de manifestations de rue, le pouvoir dit en train de mettre en place des dispositions idoines pour opérer les réformes de façon globale. Vous avez tantôt effleuré le H-Coin. Le pouvoir donne donc l'occasion à l'opposition de venir discuter pour définir comment est-ce que les réformes vont s'opérer. Des fois, vous jouez à la carte du boycott. Est-ce cette stratégie-là qui peut amener aujourd'hui à la mise en œuvre des réformes? Vous savez, on dit chez nous que moi, je peux vous dire que j'ai été toujours optimiste dans ma vie, ou bien dans la vie, mais je peux vous dire que tous ces trucs de H-Chrome, c'est de la poudre aux yeux, c'est ça. Donc, c'est pourquoi l'opposition a le droit de maintenir ces manifestations. Ce n'est pas parce que Fornia Simbe a appelé les gens à un atelier. Et c'est à cause de ça, l'opposition va, comment dirais-je, arrêter ces manifestations. Non, pas du tout. Pas du tout. Ceux qui sont allés au comité, c'est bon.
on ne les accuse pas. Mais ceux qui aussi se sont dit que ça suffit, bon, ils peuvent continuer. Donc, eux aussi, ils peuvent continuer leur stratégie. Ben, ils sont dans leur, comment dirais-je, dans leur logique. Ils sont dans leur logique. Donc, ce que nous disons aux démocrates, c'est que celui qu'on doit accuser dans tout ce qui se passe dans ce pays, c'est Faure Gnassingbé et sa minorité qui pillent les richesses de ce pays. Vous voyez ce qui vient de se passer à Zéglé. On va arriver là, mais nous sommes en train de parler de l'accord politique global pour l'instant. Tout ce que vous avez dit, ça prouve dans votre développement que c'est la mise en œuvre donc, des dispositions contenues dans cet accord incombe en majorité donc, au gouvernement. Et le gouvernement met en place cette stratégie, l'opposition également. Vous avez vu à 2 reprises, l'opposition a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui n'a pas été adoptée, n'étant pas majoritaire bien sûr. Le pouvoir qui aujourd'hui, on peut dire, a toutes les cartes en main, opte pour les discussions, le dialogue pour pouvoir trouver un terrain d'entente. Vous boycottez, vous appelez toujours le peuple à marcher. Des fois même, on parle ces derniers temps de soulèvement populaire. Est-ce la bonne stratégie pour pouvoir obtenir ces réformes? Je ne vais pas réfléchir 2 fois pour vous répondre à cette question. Tout ce qu'il faut faire pour faire partir un dictateur normal. On parle de soulèvement populaire, c'est normal. Parce que Faure Gnassingbé n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Avant qu'il n'arrive au pouvoir en 2005, on a vu combien de personnes il a tuées. De centaines de Togolais, pour ne pas dire de milliers de Togolais. Donc, cette personne n'a aucune volonté à faire ces réformes. Ce qui peut faire partie de ce Faure Gnassingbé, c'est le mouvement populaire. C'est ça. Vous appelez au soulèvement populaire aujourd'hui, Nicodème? Je ne crains rien, je ne cache rien. C'est ça. Si c'est le soulèvement populaire qui peut faire partie de Faure Gnassingbé, pourquoi pas? Lundi dernier, vous l'effleurez tantôt, lundi dernier, une manifestation des populations de Zéglé, une zone minière située dans la préfecture de Zio, a été réprimée. Vous, quels sont vos sentiments? Oui, c'est pitoyable, c'est alarmant. Et c'est abominable ce qui s'est passé. Si vous voyez comment on a, comment dirais-je, battu les mamans, nos mamans, nos parents dans ce village. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est de cette zone minière à Koumabé. Et je sais ce qui se passe, la misère qui est dans cette zone. Et vous savez, c'est là où nous disons que Faure Gnassingbé et sa minorité n'ont pas de pitié à notre population. Ils ne se soucient pas à notre population. Parce que même s'il y a un problème, allez humblement discuter avec cette population. Parce qu'après tout, c'est leur zone. On voit comment on gère ces affaires dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Depuis, on est en train de, comment dirais-je, d'exploiter ces ressources dans les zones. Que ce soit à Bangéli, à Koumapé, à Otoé, etc. Dablibo, qu'est-ce qu'on peut nous dire exactement qu'on a fait? Qu'on a fait aux gens de ces milieux. Les hôpitaux. Quel hôpital on a construit à Dablibo, à Bangéli? Quel lycée? Quel collège technique? Quel grand marché? Écoutez, nous sommes au 21e siècle. Nous ne pouvons plus accepter ce genre de choses. Nous ne pouvons plus. C'est pourquoi nous disons qu'on ne peut plus laisser Faure Gnassingbé faire ses pagailles, ses acrobaties avec le peuple. Il est temps de lui dire la vérité. Il est temps d'éveiller les consciences, comme l'a dit, comme c'est notre credo, nous les démocrates. Éveil de conscience. Nous sommes là pour réveiller le peuple. Nous sommes là pour réveiller ceux qui dorment. Encore qu'il y a le principe de répartition équitable des biens. Donc, s'il y a une zone minière, je ne pense pas qu'on puisse mettre toute la richesse au profit de cette seule zone, en oubliant le reste du territoire. Cela dit, nous parlons de Zéglé. Est-ce que vous êtes allé aux nouvelles pour savoir réellement comment le pouvoir va s'y prendre? Écoutez, nous, on est en contact direct avec nos militants sur place, avec nos parents. Et bon, aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que ce pouvoir va faire. Mais
comme nous les connaissons, leur habitude, c'est des gens qui ne vont rien faire, comme d'habitude. C'est ça. Leur stratégie, plutôt, c'est d'intimider les responsables de ce coin. C'est d'envoyer ceux qui sont du parti unir dans ce coin pour influencer leurs parents, intimider leurs parents. C'est tout. Séglé aujourd'hui n'existe que de nom parce que c'est pratiquement un village devenu fantôme. Vous, en tant que responsable de formation politique, qu'est-ce que vous comptez faire? Ben, vous savez, nous, aujourd'hui, on n'est pas au pouvoir, mais on pense sérieusement au bien-être de notre population. On pense vraiment. Et ce n'est pas seulement à Zéglé, c'est partout où on exploite nos ressources minières. Et bientôt, vous aurez notre projet de société et vous allez découvrir ce que nous ferons pour ces zones minières. Mais on ne va pas attendre d'aller au pouvoir quand même avant. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à Zéglé, on réfléchit. Je vous ai dit que même mes parents sont de cette zone minière. Donc, je suis là, je suis de ce coin et je sais comment nous vivons. Et nous réfléchissons sérieusement à comment nous allons aider nos parents sur place. Cette semaine, également, puisque nous parlons de Zéglé, c'est la zone minière que regroupe donc la SNPT. Cette semaine également, les employés de la SNPT ont observé 48 heures de grève. Tabligo également, c'était la même chose de façon récurrente. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas véritablement réfléchir à comment redynamiser cette zone minière-là? Oui, vous savez, c'est difficile si vous n'êtes pas dans un pays normal. Le Togo est malade. Si c'est au Bénin, ça ne peut plus continuer. Le président qui est là, il sait qu'il est voté par le peuple, il est élu par le peuple. Il va se battre pour le bien-être de ceux qui travaillent là-bas et pour le bien-être de la population locale. Mais ici, c'est avec force que Faure Gnassingbé fait tout. Donc, il ne pense pas, pour lui, il n'a pas besoin de, comment dirais-je, du vote même de cette population. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est pour, nous sommes de cœur, nous sommes avec les travailleurs, que ce soit de la SNPT et de Wassem, Fortia et Tétrois. Parce que ce sont des Togolais, ce sont nos parents. Vous savez combien un fonctionnaire, combien de personnes un fonctionnaire dans une maison s'occupe? C'est beaucoup. Combien de bouches un fonctionnaire, un travailleur nourrit dans sa maison, dans sa famille? Et ici, on traite les travailleurs comme ils veulent. Vous savez, soyons honnêtes, c'est pourquoi nous disons que sans la démocratie, on ne peut jamais parler du développement. Sans la démocratie, on ne peut jamais parler du développement. C'est ça. Donc, c'est une lutte de longue haleine devant nous. Quand on parle de Wassem, on parle de la SNPT, des enquêtes ont révélé que l'opposition également en partie constitue la misère de ces populations, la complice de la misère de ces populations, détenant bien sûr des actions dans ces sociétés. Qu'est-ce qu'il y a lieu aujourd'hui de faire? Ah oui, c'est vrai, mais tout d'abord, moi, j'accuse l'opposition, ceux qui, par exemple, si vous voyez, Yoto, combien d'opposants, leaders politiques sont de cette préfecture? Très bien. C'est ça. C'est ça. Combien de natifs de Yoto sont des leaders de l'opposition? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? S'ils n'arrivent pas à se battre d'abord pour le développement du milieu, comment est-ce qu'ils vont se battre pour leurs parents, leurs parents qui travaillent dans ces usines? Je crois que si vous voyez les conducteurs de Zémidjan Lomé, ben, il y a beaucoup qui sont de ces préfectures. Pourquoi on ne peut pas engager, employer ces enfants, ces jeunes dans ces sociétés sur place? On ne comprend pas. Parce que dans les pays développés, si vous allez au Ghana, là où on extrait de l'or, ben, c'est comment dirais-je, la population locale qui en bénéficie d'abord. C'est la population locale
qu'on donne du travail d'abord. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait. Donc, aujourd'hui, nous sommes de cœur avec les employés de la SNPT, de Ouassem, de Bangéli, partout. Parce que ça ne va pas. Ce sont nos parents. On ne les traite pas bien. Ils souffrent. Il y en a parmi eux. Il faut voir combien ils gagnent jusqu'à leur retraite. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous savez comment dirais-je, les maladies que les phosphates causent. Si vous allez dans les zones où on exploite les phosphates, si vous voyez les yeux des gens, c'est jaune ou bien rouge, les dents, leurs dents sont jaunes, rouges. Ce n'est pas normal. Et on dit qu'on a un président, on dit qu'on a un gouvernement. Là, ça, c'est un gouvernement fantôme. Un gouvernement même qui n'existe pas, qui ne se soucie même pas de la vie de sa population. On ne peut pas appeler ça un gouvernement. Pas du tout. Et vous avez quand même également le courage de dire la vérité aux leaders de l'opposition qui sont incriminés dans cette affaire. Mais pourquoi? Ils se connaissent. Pas seulement qu'ils se connaissent, étant donné que ce sont vos amis, vos camarades de lutte de tous les jours, est-ce que vous avez cette volonté-là, ce courage-là de leur dire la vérité? Non, je ne connais pas. Honnêtement, je ne sais pas de quel leader de l'opposition vous parlez, si vous pouvez quand même en citer. Quand on prend par exemple les Panama Papers, il y a les sœurs Améganvi qui sont incriminées. Isabelle Améganvi étant donc le président du groupe parlementaire ANC et deuxième vice-président de l'ANC également. Ah bon. Ben vous venez de m'informer quand même. C'est ça. Quant à ce qui concerne Isabelle Améganvi, je sais qu'elle travaille dans un cabinet. C'est ça, dans un cabinet qui s'occupe ou bien qui défend la cause de la société Ouassem, évidemment. Qui maltraite les Togolais. C'est ça, c'est ça. Mais Améganvi, elle est avocate. Donc, elle peut défendre n'importe qui. C'est ça. Donc, vous pensez aujourd'hui que tout est à mettre sur le dos du pouvoir en ce qui concerne la zone minière, le traitement des employés, tout et tout? Oui, évidemment, c'est le pouvoir. C'est le parti au pouvoir. C'est ça. Il faut laisser l'opposition en paix. Il faut laisser l'opposition en paix. Et vous savez, il y a deux sortes d'opposition. Ceux qui se battent vraiment pour l'intérêt de ce peuple sont là. Et ceux qui se disent opposants, comment dirais-je, opposants, je ne sais pas. Modérés ou très bien, modérés. Non, c'est ça qui tue le Togo. Mais on ne peut pas être opposant modéré vis-à-vis d'un dictateur. C'est ça. Pourquoi il n'y a pas un dictateur modéré? Pourquoi il n'y a pas un dictateur modéré et vous vous dites que vous êtes un opposant modéré? Mais il faut arrêter ce genre de pagaille. Mais dans un état de droit, Nicodème Rabia, tout s'obtient par le consensus et des négociations. Vous avez dit que vous êtes en face d'un dictateur, dictateur qui a des racines profondes. Vous l'avez dit, 50 ans. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, avec votre radicalisme, lui arracher le pouvoir. Et Roger, vous savez, on n'est pas dans un état de droit au Togo. On n'est pas en démocratie au Togo. Et pour faire bouger les lignes, pour faire partir un dictateur, c'est par la mobilisation. Vous avez vu même au Bénin, Yayi Boni a souhaité copier ce qui se fait au Togo. Mais quand l'opposition et le peuple ont su, ils se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés. C'est une révolution qu'ils ont fait au Bénin. C'est une révolution qu'ils ont fait au Bénin pour faire partie Yayi Boni. Ah, c'est vous qui le dites. Ah ouais, vous le savez très bien, vous êtes un homme de médias. C'est une révolution qu'ils ont fait. Vous allez voir, on a vu les hommes de médias, on a vu les Hounan, on a vu les pasteurs, on a vu les clergés, tout le monde se sont mobilisés pour dire non à Yayi Boni. C'est ce que nous faisons au Togo. Et c'est ce qui doit se faire au Togo pour dire non définitivement à Faure Gnassingbé et sa minorité. On n'est pas dans un état de droit, il faut que les gens le sachent. On n'est pas en démocratie, Roger. On n'est pas en démocratie au Togo. Je vous donne un exemple. Dossi dont la directrice c'est Ingrid Awade, l'ex-DG de, comment l'appelle-t-on, des services des impôts. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle est en train d'établir la carte d'identité nationale
aux gens à l'intérieur. On vient d'apprendre qu'elle vient d'arriver à Atakpamé. Mais dans un état de droit, ça ne se fait pas. Comment est-ce qu'on est informé? Est-ce qu'elle est passée par l'Assemblée nationale? Est-ce que nous sommes informés de ce qu'elle est en train de faire? Selon les tests, donc, elle devrait passer par l'Assemblée nationale, c'est ça? Ben, écoutez, si vous êtes dans un pays normal, un individu ne peut pas se lever pour établir les cartes d'identité nationales aux gens. Vous avez dit là-dessus la délégation à l'organisation du secteur informel, c'est ça? Donc, informel, est-ce qu'elle a le pouvoir? Oui, mais le secteur informel, oui. Vous savez comment est-ce que ça se présente? Il y en a même qui n'ont même pas d'acte de naissance. Est-ce qu'aujourd'hui, quand elle prend cette initiative-là, de permettre à vos frères et vos sœurs qui n'ont pas d'acte de naissance d'avoir de la carte d'identité nationale, est-ce quelque chose... Non. Moi-même, j'ai aidé les gens à avoir leur certificat de naissance. Même la nationalité. À votre manière, si vous avez les moyens, vous pouvez le faire au plan national. Oui, là, c'est différent de la carte d'identité nationale. C'est différent de la carte d'identité nationale. Pour certains, c'est du vol qu'ils sont en train d'organiser déjà pour les élections prochaines. C'est du vol. Est-ce qu'on a présenté ce projet au Parlement? Est-ce qu'on a discuté de ça? Non. Que les Togolais sachent que c'est du vol qu'ils sont en train de préparer maintenant. Elle a fait ça au nord. Actuellement, elle est arrivée à Atakpamé. Écoutez, le Togo est malade, je le dis encore. Ils font ce qu'ils veulent avec ce peuple. Malgré tous ces tracasseries, tous ces vols, tous ces manigances, ils n'ont jamais gagné des élections. Vous avez parlé de vol, sur quelle base? Ce qu'il est en train de faire, c'est du vol. Si un Togolais se fait établir une carte d'identité nationale... Est-ce que c'est fait selon la loi? Vous avez vérifié? Quand vous avez vérifié, qu'est-ce que vous reprochez à la méthode? On vient d'avoir l'information. Qu'est-ce que vous reprochez à la méthode, Nicodème Fabien? La méthode n'est pas, n'est pas claire. C'est-à-dire? Je te demande ce qu'elle est en train de faire. Si on ne peut pas se lever faire ça au Ghana, ni au Bénin, on va t'interpeller. Et ici, est-ce que sa structure en a discuté avec les gens? Est-ce que c'est passé par le Parlement? Si c'est la police ou bien le ministère de la Sécurité qui dit aujourd'hui qu'il est en train d'établir les cartes d'identité aux gens, on peut comprendre comment une militante du RPT UNIR peut se lever qu'elle est en train d'établir les cartes nationales d'identité aux gens. Nicodème Rabia, est-ce que vous êtes allé aux nouvelles pour savoir si cela ne se fait pas avec l'accord du ministère de la Sécurité dont vous parlez? C'est la raison pour laquelle je te dis que le Togo est malade. Que ces gens-là dirigent le Togo comme leur propriété privée. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ne pensent pas à ce peuple. Tout ce qu'ils veulent, il y a toujours quelque chose caché derrière. Ce qui est caché derrière, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est le vol des élections. Nous le savons tous. C'est vous qui le dites. Mais vous le savez plus que moi. Si votre frère ou votre soeur aujourd'hui qui évolue dans le secteur informel a sa carte d'identité pour pouvoir opérer certaines des opérations... Je ne refuse pas, c'est la manière dont ça se fait, Roger. Il faut dire la vérité aux gens. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que fait Ingrid Awade et sa dossier. Nicodème Fabien, nous sommes à la fin de cette émission. Votre conclusion? Je n'ai pas encore de conclusion. Blaise Compaoré est au Togo. Blaise Compaoré, il y a quelques jours, il est au Togo, en catimini. Il se promène dans nos villes et autres. On sait. Il faut que le peuple sache que Blaise Compaoré a lâché son frère dictateur. On ne sait pas ce qu'il est venu faire. Il est chassé au Burkina, il est parti se réfugier en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à nous laisser la paix. Nicodème Rabia, de façon plus concrète, la venue de Blaise Compaoré, qu'est-ce que ça pose comme problème aux Togolais? Blaise Compaoré, c'est le père d'un dictateur africain. Il n'a pas, une bonne moralité. Pas du tout. Il n'a pas de probité morale. C'est ça. C'est pourquoi il arrive même en cachette. Mais que tous les Togolais sachent que Blaise Compaoré est là, sur notre territoire. Vous l'avez dit, c'est un ancien président qui vient au Togo aujourd'hui. Il n'est pas venu de façon officielle pour... Non, c'est un exilé. Il n'est pas un ancien président. C'est un exilé. Un président qu'on a chassé chez lui. Ça, ce n'est pas un ancien président, ça. On l'a chassé chez lui. Il s'est exilé en Côte d'Ivoire. Mais qu'il nous laisse en paix.
Votre conclusion? Ben, que les Togolais restent éveillés et que l'opposition togolaise reste soudée pour qu'on ait comment dirais-je, le changement dans ce pays, pour que les Togolais puissent manger à leur faim, pour que les Togolais puissent aller à l'hôpital pour se faire traiter. Vous voyez l'hôpital Tokwe là-bas. Ben on doit changer ce nom-là, parce que c'est un mouroir là-bas. Les gens meurent là-bas, au CHU Sylvanus Olympio. Ça, c'est pour salir le nom de Sylvanus Olympio. Je vous remercie. Démocrate, merci d'avoir passé tout ce temps avec nous. Je vous remercie. C'est tout pour franc-parler de ce jour à la technique. Il s'appelle Martial Agodin. Au micro, vous avez Roger Amenira. On se retrouve la semaine prochaine.